Salut, je suis Nicole Pochot, présentatrice de votre magazine Tac au Tac. Tac au Tac est une émission sociopolitique et culturelle qui passe en revue l'actualité de l'heure. Elle dit tout sur tout, reçoit tout le monde et laisse parler son invité librement. Librement, mais tout en respectant la norme. Participer donc Tac au Tac, c'est contribuer au développement du pays. Mais suivre chaque mercredi à 21h30 et en rediffusion vendredi à 8h30 sur Congo Web Télévision. YouTube, La Libre Info et Pochot TV. Abonnez-vous. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Ce soir, je reçois pour vous Serge Mayamba. Il est avocat et député national honoraire. Serge Mayamba, d'ailleurs, on vous connaît, hein? Votre visage est connu. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Tac au Tac. Comment allez-vous? Ça fait longtemps? Vraiment merci, nous avons pris le temps de nous reconstituer un peu. Ça a toujours été un réel plaisir de vous recevoir hein, sur ce plateau de Tac au Tac Magazine. Plaisir toujours partagé. Bien, Serge Mayamba, le gouvernement, parlons du gouvernement Sama Lukonde d'abord. Hein, le gouvernement Sama Lukonde est déjà à pied d'œuvre. Comment avez-vous trouvé son programme avec un plan d'action chiffré à 36 milliards? Oui, merci beaucoup madame pour la parole que vous venez de me donner. Nous avons bien suivi le programme présenté par le Premier ministre, mais je crois que ce programme-là constitue cette présentation faite par le Premier ministre en termes de volonté. Et moi, je suis de ceux qui ne s'attachent pas trop aux paroles, aux promesses. Je préfère être optimiste et réaliste. Donc, le Premier ministre a parlé. Il a manifesté de bonnes intentions, mais je pense que tout cela ne constitue que le fruit d'un acquis qu'est sa prise de pouvoir et son exercice. Mais moi, je suis beaucoup plus intéressé par les défis. Les défis, oui. Le Premier ministre nous a présenté son programme, mais quels sont ces défis réels qui soient de mesure à constituer une réponse aux attentes de la population? Et c'est à ce niveau-là que, moi, par exemple, je pourrais faire une cotation de l'action du Premier ministre en disant que par rapport à telle promesse faite, le Premier ministre a atteint tel pourcentage de réalisation. Donc, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est ce qui va être réalisé. Il a parlé, vous savez, les paroles, on peut les obtenir des ouvrages, de certains livres, comme la Bible. Mais la pratique est une autre chose, surtout que le Premier ministre Sama prend le pouvoir dans un contexte sociopolitique et même économique difficile. Donc, moi, je conseillerais même aux Congolais qui aiment ce pays de ne pas trop s'attacher au côté théorique de la vie politique, mais plutôt de voir ce qui va être réalisé. Mais selon la députée nationale Geneviève Inagossi, elle a dit qu'il n'y avait rien de nouveau. Pas de nouveauté, c'était du déjà vu, déjà attendu. Bon, partager son avis. En fait, je ne partage pas son avis lorsqu'il s'agit d'une opinion qui est émise pour minimiser ce qui a été fait. Mais je considère que l'exercice fait par le Premier ministre relève d'une logique normale, logique constitutionnelle, qui voudrait que le Premier ministre présente son programme. Elle-même a fait partie d'un gouvernement qui a eu à présenter, je crois, son programme à l'Assemblée nationale quand nous y étions. Donc, c'est effectivement du déjà entendu, du déjà vu, parce qu'il s'agit d'un exercice auquel on est habitué. De la même manière aussi, nous pouvons dire, c'est du déjà entendu, du déjà vu, parce que les gens font parfois du copier-coller. Mais c'est pour cette raison d'ailleurs, dès le départ, j'ai dit, moi ce qui m'intéresse, ce sont les défis. Donc nous devons voir qu'est-ce que le Premier ministre va réaliser par rapport à toutes les projections qu'il a eu à faire. Voilà. Et 36 milliards de dollars, est-ce que le gouvernement sera en mesure de mobiliser cette somme? Nous sommes dans un contexte difficile. Moi, je ne demande pas aux Congolais de rêver. Je ne demande pas aux Congolais de chercher des solutions miracles, mais plutôt, je recommande à ce que nous puissions véritablement travailler. Nous sommes dans une société en crise et j'aurais été à la place du Premier ministre, je me comporterais comme le président Mao. Je ne ferai pas de promesses aux Chinois, aux Congolais actuellement, mais je leur demanderai de travailler. Parce que ce qui dérange également l'homme politique congolais, c'est que malgré le contexte difficile, et même si
l'acteur politique sait très bien qu'il ne dispose pas de moyens, il se permet de faire des promesses. Parce qu'aujourd'hui, tout cela sera réalisable au regard de quelle entrée dont dispose la République. Nous sommes déjà un pays en presque cessation de paiement. Donc lorsque les chiffres sont évoqués, moi je me réserve. Je me réserve non pas parce que je ne suis pas d'accord, je me réserve non pas parce que je soutiens, mais c'est tout simplement parce que moi je voudrais que la joie puisse se situer par rapport à la réalisation que par rapport aux promesses. Mais certains économistes pensent que c'est un montant vraiment hasardeux. En fait, il ne faut même pas être économiste pour émettre des doutes. Hein. Il faut tout simplement avoir des informations sur le fonctionnement réel des institutions de la République, surtout sur les capacités de notre gouvernement à mobiliser les recettes. Vous savez, j'ai suivi, je crois l'avoir lu dans les réseaux sociaux, comment est-ce qu'à la DGI, les gens étaient en train de fêter la réussite d'une mobilisation des recettes. Déjà, si les gens sont contents, apparemment surpris, de constater qu'une régie financière réalise certaines sommes, ça doit nous interpeller. Ça signifie que nous sommes dans l'incapacité de faire pareille mobilisation. Là, nous n'avons parlé que de la DGI, mais lorsque nous voyons les autres régies financières, nous comprenons directement que la République souffre énormément. Et lorsque nous nous référons à ce débat qui a été soulevé par exemple sur le fonctionnement de la GECAMIN, je me pose la question de savoir où est-ce que le gouvernement trouvera tout cet argent. Mais en tout état des causes, si le Premier ministre développe un bon sens managérial, ce n'est qu'en ce moment qu'il pourra surprendre les gens, qu'il pourra répondre en répondant véritablement aux attentes de la population. Mais moi, comme est-ce que le gouvernement va répondre en 3 ans? Êtes-vous sûr? Il n'y a que Dieu qui peut... je dirais, statuer sur l'avenir. Nous sommes là, nous émettons des réserves, nous soutenons, nous disons non, et après, c'est l'avenir qui nous confond tous. Donc aujourd'hui, moi, je ne voudrais pas dire si le gouvernement réalisera ou ne réalisera pas. Moi, je prodigue plutôt le conseil au gouvernement de ne pas faire trop de promesses, de travailler en tenant compte des difficultés que nous avons dans le pays et de faire en sorte que le peuple s'engage à travailler sans trop attendre des choses du gouvernement. Sinon, à la fin, le bilan ne pourra même pas être présenté. À vous entendre parler, c'est comme si vous êtes fatigué des discours et des promesses. Hein. Non, il n'est pas question d'être fatigué, c'est tout simplement une option réaliste. C'est-à-dire, dans le travail que nous faisons, nous puisons également dans les expériences des autres. Nous avons vu des pays se développer sans que leurs autorités, sans que les responsables de leurs différents gouvernements ne fassent des promesses. Ils ont amené la population à travailler. J'ai bien dit que notre difficulté chez nous, c'est que nous avons tendance à promettre même lorsque nous ne sommes pas sûrs des moyens dont nous disposons. Et c'est une très mauvaise posture qui d'ailleurs est souvent à la base de la cassure entre les autorités et la population. Parce que lorsque vous promettez et que la population qui a attendu n'a rien vu, c'est fini, il naît une crise de confiance. Alors, il ne faut pas promettre. Il faut plutôt faire de la population le véritable associé du gouvernement. Que les deux corporations marchent ensemble pour qu'à la fin, le bilan puisse être partagé. Parce que si vous promettez, la population attend. Mais si on demande aux Congolais de travailler comme l'ont fait les Chinois à l'époque de Mao, les Congolais accepteront par exemple de ne dormir que pendant 4 heures et consacrer toute leur vie au développement du pays. Mais pour travailler, il faut créer aussi des entreprises, hein, parce qu'il n'y a pas assez d'entreprises. Mais c'est dans ces travails-là, que vous retrouvez notamment la création des entreprises. Vous voyez? Donc, il faut commencer. Qu'il y ait des investisseurs, tout ça, pour donner du travail aux Congolais. Les investisseurs ne viennent que si vous créez un climat propice aux investissements, c'est-à-dire un climat qui sécurise les apports de ces gens-là. Et dans le travail à faire, il y a également cet aspect. Il faut que le gouvernement soit de nature à rassurer les partenaires. Il n'y a pas que la population qui a besoin d'être rassurée. Et les partenaires, il faut les amener dans la logique que j'ai évoquée si haut. Et quelle est pour vous la priorité des priorités qui devraient préoccuper le Premier ministre? Une république en crise comme la nôtre n'a même pas de priorités, hein, elle n'a que des urgences. Des urgences. En fait, chez nous, tout est urgent. L'éducation, enseignement,
on parle aujourd'hui des gratuités, vous n'allez pas me dire que la gratuité est une priorité. C'est une urgence parce que nous sommes dans une situation de crise qui tend à faire bloquer le bon fonctionnement des institutions scolaires. L'eau et l'électricité. Donc bref, le Premier ministre doit tout simplement savoir que son travail constitue un bloc d'urgence que de priorité. Eh bien, alors, comme nous venons de parler d'urgence, le chef de l'État a déclaré l'état des sièges, au lieu de l'état d'urgence. Parlons insécurité, vous le savez, comment l'Est de la République démocratique du Congo est en proie à l'insécurité. Nous avons vu les élèves marcher, faire un sit-in devant la mairie, réclamer la présence du chef de l'État. Il y a même cette polémique autour de l'arrivée du chef de l'État à Béni, tout ça parce qu'il avait promis. Et aujourd'hui, le chef de l'État décrète l'état de siège. Quelle est votre position par rapport à ça? Oui, merci beaucoup. Est-ce que c'est une bonne décision ou pas? D'abord, il faut noter qu'il est déplorable de voir la partie est de notre pays continuer à vivre cette situation alors qu'elle est suffisamment connue. Vous savez, c'est une partie qui avait commencé par connaître des incursions des armées étrangères et des populations étrangères depuis longtemps. Et puis, il s'en est suivi une organisation interne des masses citoyennes qui avait estimé qu'il fallait résister face à ces agressions. Malheureusement, au regard des faiblesses que nous accusons à pouvoir sécuriser le territoire national, non seulement les armées étrangères, mais les groupes irréguliers comme des rébellions en ont profité pour s'installer dans notre République au vu de l'absence de l'autorité de l'État. Malheureusement, en même temps, certains groupes qui étaient formés comme des groupes d'autodéfense se sont transformés en groupes dirigés par des seigneurs de guerre qui occupent des territoires soit pour combattre d'autres tribus, d'autres ethnies, soit pour piller les mêmes terres qu'il fallait protéger. Et ça nous a amené à ce désastre auquel nous assistons, une situation vraiment dramatique, déplorable. C'est chaque jour qu'on enregistre des morts et ça ne doit pas continuer. Et pour que ça ne continue pas, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut un débat sincère et ouvert pour permettre aux Congolais qui ont l'information, la vraie, sur ce qui se passe à l'Est, parlent au point d'amener cette information au président de la République qui est appelé à décider de la manière dont cette partie doit être gérée. Je crois peut-être que c'est dans ce sens-là que le président a eu à proclamer l'état de siège, comme vous venez de le dire, et vous avez demandé si c'était une bonne décision. Vous savez, l'état de siège se justifie lorsqu'il y a imminence d'une crise, lorsque le pays court des dangers, notamment en matière d'insécurité et même de sa balkanisation. Dans un premier temps, si cette décision est prise pour sécuriser la population et maintenir le pays dans une situation de paix, cette décision ne peut qu'être applaudie. En même temps, il y a lieu de se demander si toutes les dispositions sont prises pour que la décision prise par le chef de l'État ait un sens. Ce n'est que lorsqu'on aura répondu à ces genres d'interrogations que nous pouvons considérer qu'il s'agit là d'une bonne ou d'une mauvaise décision. Parce que l'état des sièges, les gens peuvent bien s'interroger. L'état des sièges est une situation d'exception prévue d'ailleurs par les lois et la Constitution dans tout état de droit moderne. En France, quand vous voyez la Constitution de 58, vous retrouvez ces pouvoirs exceptionnels qui sont donnés au président de la République. Ici, chez nous, conformément aux dispositions des articles 85 et 86 de notre Constitution, vous voyez également ces pouvoirs qui sont donnés au président de la République, et bien qu'il y a interdiction pour lui de déroger à d'autres droits intangibles des citoyens. Donc l'état des sièges s'avère donc ces transferts-là de pouvoir civil au pouvoir militaire à qui l'on confie la gestion des entités.
et puis qui impacte sur le comportement des uns et des autres. Y a-t-il une différence entre l'état de siège et l'état d'urgence? Parce que vous venez là de dire tantôt que la RDC est en état d'urgence déjà, et puis nous avons suivi le programme du Premier ministre Samalou Kondé. Parmi les grandes annonces, il avait dit que non, il va décréter l'état d'urgence dans la partie Est de la République, par rapport à l'insécurité, remplacer l'administration civile par les militaires, tout ça. C'était l'état d'urgence et aujourd'hui c'est l'état de siège. Il y a un peu une confusion là. Est-ce qu'il y a une différence? Parce que le Premier ministre avait parlé, je ne sais pas si c'était une erreur ou comment, il avait parlé de l'état d'urgence, qu'il allait décréter l'état d'urgence dans l'Est. Et aujourd'hui le président décrète l'état de siège. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, il faut dire que l'état de siège diffère de l'état d'urgence par le simple fait que, en matière d'état de siège, on voit beaucoup plus les aspects sécuritaires. On voit l'intervention des forces militaires et de la police. C'est-à-dire, dans l'état de siège, on procède au transfert de pouvoir des polices qui reviennent aux autorités civiles vers les autorités militaires. C'est pour cette raison, en Ituri, comme dans l'une des régions du Kivu, le président de la République a retiré le pouvoir aux gouverneurs qui ont été élus conformément à la Constitution pour les donner aux autorités militaires. Alors que parlant de l'état d'urgence, il s'agit également d'une situation exceptionnelle, mais qui ne relève pas nécessairement d'une instabilité militaire. C'est dans ces cas, par exemple, que l'on peut parler d'état d'urgence sanitaire. C'est-à-dire, pendant l'état d'urgence, on retire aux citoyens certaines libertés, notamment la liberté de réunion, la liberté de mouvement. Vous savez, actuellement, avec la pandémie de coronavirus, vous avez vu qu'on nous a retiré, notamment le droit de circuler au-delà de certaines heures. À un moment, nous étions obligés de rester chez nous et personne ne pouvait dire au président de la République, non, vous m'avez retiré ma liberté de circuler, ma liberté d'association. Non, c'est pour répondre à certains besoin d'instabilité sanitaire que ces genres de mesures sont prises. Alors que pour l'état de siège, je crains de pouvoir me répéter, il s'agit d'une situation véritablement exceptionnelle. Parce que là, il y a risque imminent d'instabilité sur le plan sécuritaire. Donc le pays est par exemple dans une situation de guerre comme actuellement. On estime que non, le comportement des citoyens ne doit plus être le même. Mais pendant l'état d'urgence, lorsque nous nous renvoyons à l'article 61 de notre Constitution, nous voyons qu'il y a des droits qui demeurent intangibles. Et chez nous, c'est nommément prévu. Il est dit par exemple qu'on ne peut pas déroger, par exemple, au droit à la vie, c'est-à-dire le président de la République ne peut pas se donner le pouvoir de commencer par exemple à mettre un terme à l'existence des citoyens comme il veut. On ne peut pas recourir à la torture, à des peines ou traitements cruels ou dégradants. On ne peut pas recourir à l'esclavage ou à la servitude au nom de l'état de siège. Et on ne peut pas déroger au principe de la légalité des infractions et de peines. Ce n'est pas parce qu'il y a état d'urgence que quelqu'un qui volerait un bonbon serait fusillé. Vous n'allez pas justifier cela par l'état de siège. Le droit de la défense et de recours des citoyens, ce n'est pas parce qu'il y a droit état de siège qu'un citoyen ne peut pas se défendre devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Mais tout sera contrôlé. Même les journalistes seront contrôlés. Le contrôle est nécessaire parce qu'on cherche à sécuriser. Donc, c'est pour cette raison que vous avez vu que non seulement le législateur a prévu ces transferts de pouvoir, mais en même temps, il a sécurisé l'exercice. Mais l'on crée quand même qu'il y ait des abus, parce que là où il y a des militaires, il y a toujours... Bon, les militaires, il faut les encadrer. N'oubliez pas, il existe une discipline militaire. Même en temps de guerre, il existe la cour martiale. Donc les militaires sont également passibles des sanctions en cas de violation de la loi, au cas où ils outrepassaient les limites des pouvoirs qui leur sont conférés. Mais parlant de l'intérêt qu'il y a à avoir le état de siège, comme vous l'avez bien souhaité, il faut dire que dans un contexte comme le nôtre, cette initiative est souhaitable.
Et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de dire une chose. Vous avez vu donc, selon vous, cet état de siège va contribuer à résoudre le problème. Si les dispositions utiles sont véritablement prises. Et je disais tout à l'heure que nous devons éviter d'avoir certaines considérations inutilement d'à côté. Vous savez, aujourd'hui, j'ai suivi à travers les réseaux sociaux une image de l'actuel président de la République, à l'époque, chef de file de l'opposition, qui disait non à une volonté de proclamer l'état de siège de l'ancien président Joseph Kabila. Mais tout naturellement, nous allons dire que notre président actuellement est rattrapé par ses propos. Parce qu'à l'époque, lui, il considérait que c'était une situation créée par Kabila et qu'il fallait recourir aux Nations Unies. Cette insécurité n'est pas venue d'elle-même. Cette insécurité, c'est lui qui l'orchestre, c'est lui qui l'organise, c'est lui qui l'instaure, comme je vous l'ai dit, pour ensuite apparaître comme le seul interlocuteur pouvant donc discuter du retour de la paix. S'il décrétait l'état de siège, quelle serait votre réaction? Mais nous allons condamner cela et nous allons en appeler à la communauté internationale. Mais aujourd'hui que le président vient de proclamer l'état de siège, devons-nous lui renvoyer la balle? Ne devons-nous pas soutenir? Je pense qu'il y a lieu de soutenir. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour nous d'interpeller tous les Congolais. Mais l'opposition apparemment, n'est pas d'accord. C'est l'occasion pour moi. On parle même d'une balkanisation de l'Ituri et puis Nord Kivu. Je vous en prie, madame. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi d'attirer l'attention des responsables de l'opposition actuelle en leur disant qu'il faut faire attention. Il ne faudrait pas que demain ils soient rattrapés, comme c'est le cas aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses qui relèvent du fonctionnement régulier des institutions. Il y a des pouvoirs qui sont le pouvoir du président de la République en vertu de la loi ou des lois de la République, en ce compris la Constitution. Donc ce n'est pas parce que le président de la République décide que vous devez tout simplement dire non. Mais demain, si l'un des opposants actuels arrivait au pouvoir et qu'il y avait une situation d'insécurité l'obligeant à décréter le état de siège, devrait-il accepter d'être encore rattrapé par ses propos? Non. C'est dont nous avons besoin, madame. Nous soutenons nos forces armées, mais ce dont nous avons besoin, ce sont les mesures d'encadrement. Il ne faut pas seulement proclamer l'état de siège. J'ai dit qu'il faut prendre les dispositions nécessaires, utiles, pour que la proclamation de cet état de siège ait un sens. Parce qu'on proclame un état de siège pour apporter des solutions à une situation d'insécurité. Il faut doter à l'armée nationale le moyen nécessaire. Il faut que les militaires aient leur morale. Il faut également conscientiser la population, parce que dans la situation du Kivu, par exemple, il ne faut pas seulement donner des armes aux militaires. Il faut impliquer la population, parce que beaucoup de groupes armés sont constitués par des gens qui sont dans la population. Hein, parce que j'ai suivi à Bukavu, sur, je crois, TV5, il y a des habitants de Bukavu qui disent il y a déjà beaucoup de groupes armés ici, pourquoi l'état des sièges, pourquoi encore ajouter les Kenyans qui vont arriver, tout ça? Ben justement, on proclame l'état de siège pour répondre aux problèmes créés par ces groupes armés. Les groupes armés ne sont pas une référence, les groupes armés n'agissent pas au nom et pour le compte de l'État. Il faut restaurer l'autorité de l'État. C'est ça l'objectif poursuivi en décrétant l'état de siège. Il faut que les habitants de tous ces coins-là comprennent. Nous savons qu'il y a eu... Nord Kivu, pourquoi seulement Nord Kivu? C'est quand même un peu bizarre. Nord Kivu, Ituri, pourquoi pas Bukavu? Mais c'est parce que Nord Katanga, tout ça. À ce niveau-là, l'insécurité. C'est à ce niveau-là que tournent beaucoup d'intérêts économiques et mafieux. Je vous ai dit que le territoire national a été infiltré par... Une balkanisation n'est pas en vue, non? Hein? Au fait, la République démocratique du Congo est toujours une république à balkaniser. Ça, il faut que les Congolais prennent conscience. Il y a des gens qui ont toujours été jaloux de beaucoup de terres et ils veulent s'en approprier. Mais il revient aux Congolais de prendre toutes les dispositions pour maintenir ce pays dans son unité. Parce que parmi les personnes qui forment le groupe et qui pillent la République, il y en a aussi qui ont ce genre de visée, qui procèdent d'ailleurs à certaines pratiques malencontreuses, qui chassent les populations pour pouvoir peupler les milieux abandonnés par ces populations. Et demain, ces gens-là peuvent se permettre de proclamer notamment leur république. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut que l'armée nationale puisse avoir une mainmise sur ce coin
pour que toutes ces velléités ne se manifestent pas. Mais il faut qu'il s'agisse d'une armée véritablement efficace et professionnelle. Par rapport aux nominations de gouverneurs, il semblerait que ces gouverneurs militaires sont des rebelles. Oui, à ce niveau-là, madame, moi je demanderai au président de la République de toujours bien lire les fichiers des gens. Oui. Parce qu'il n'est pas bon que le président de la République nomme de personnes qui vont susciter une crise de confiance entre lui, comme président, en tant qu'institution, ainsi que les partenaires extérieurs. Si des gens sont cités dans certains rapports, il faut dire que leur crédibilité est remise en doute. Hein, non, mais nous suivons. Sur RFI. Aujourd'hui, les informations ne se cachent pas. Vous savez, moi, si je me réfère au rapport de l'Observatoire congolais des droits humains, non, il n'y a pas de manipulation. Ce sont des faits vrais. Moi, je vous dis, par exemple, à propos des exactions qui a eu lieu en Ituri, à Béni, je vais me référer à un rapport publié par l'Observatoire congolais des droits humains déjà en avril 2001. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui pour qu'on parle de personne n'est corrompu ni manipulé. Non, à l'époque, il y avait des exactions qui ont été imputées aux troupes du MLC. Tout le monde le sait. Donc, si aujourd'hui, le chef de l'État voudrait collaborer avec des anciens militaires du bloc de l'époque, il faut qu'il accepte qu'on lui parle de ce genre de choses. Il faut qu'il accepte qu'on lui fasse soit des révélations ou qu'on lui donne des informations. Il en est de même lorsqu'il accepte de collaborer avec les anciens dirigeants du RCD. C'est qu'il y a que les militants ou les combattants de l'UDPS, partis au pouvoir, ne sont pas vraiment tolérants. Hein? Ils n'aiment pas trop des critiques, ces genres de révélations. Non, ils vont crier à la manipulation, corruption, tout ça. Moi, je considère plutôt les combattants de l'UDPS comme les défenseurs de pouvoir qu'ils détiennent. Moi, je crois qu'il s'agit là d'un problème tout simplement psychologique. Il faut comprendre. Le président qui prend la décision est issu d'un parti politique. Mais journalistes, hein, quand même. Hein. Non, d'abord, il faut dire que l'UDPS est un parti qui a lutté pour que les Congolais aient la liberté de penser, la liberté d'association, la liberté d'expression. Des marchés aussi. Il faut que ça fait partie. Ça fait partie, mais on voit le contraire. Nous voyons le contraire là maintenant. Ben moi je crois que tout ce qu'on a reproché à Joseph Kabila. Vous êtes journaliste. Oui. S'il y a ce genre de comportement, ne vous empêchez pas d'attirer l'attention de l'opinion, pour ne pas dire dénoncer. Je crois qu'il y a un rappel qui va être fait. L'UDPS a ses dirigeants. Je crois qu'il faut souvent se référer aux cadres dirigeants de l'UDPS qui ne s'empêcheront pas à leur niveau de faire des rappels à leurs troupes si jamais il y avait des égarements. Vous savez, nous sommes en train de faire l'apprentissage de la démocratie. Ce n'est pas facile. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons de liberté d'expression, tout ça. Mais référons-nous à nos coutumes, à nos traditions. Est-ce que dans notre vie traditionnelle, il existe toutes ces valeurs-là? Mais le monde évolue, il faut évoluer avec le monde. Ce sont des valeurs à intégrer avec le temps et il faut une bonne dose d'éducation. Voilà pourquoi j'ai dit, vous êtes journaliste, victime de ce genre de comportement, faites des dénonciations, référez-vous aux responsables de ces gens-là et ça pourra toujours s'arranger. Donc voilà, aujourd'hui, il faut laisser aussi les gens faire des critiques sur les actes posés par le chef de l'État parce que lui-même demande assez qu'on laisse les gens libres dans ce sens-là. Mais oui, lui-même n'y est pour rien, mais ce sont les combattants, son entourage peut-être. Vous savez, lorsque les clubs de football... Parce qu'à chaque fois qu'on essaie de dénoncer ou de dire ce qui ne va pas, oh non, vous êtes corrompu, les journalistes sont victimes des insultes sur les réseaux sociaux. Je vous en prie, j'ai dit que c'est un comportement condamnable, nous ne pouvons pas encourager, mais en même temps, il faut comprendre la psychologie. Vous savez, lorsque les supporters des deux clubs se battent, ce ne sont pas les athlètes, les joueurs qui demandent aux supporters de se battre. C'est une question de sentiment. Mais il faut une bonne dose d'éducation qui doit passer notamment par la sanction de ceux qui enfreignent la loi. Eh bien, revenons un peu à l'état de siège parce que c'est vraiment très important. Hein. Aujourd'hui, nous avons plus parlé insécurité parce que c'est vraiment l'actualité. Est-ce que 30 jours est suffisant pour résoudre le problème de l'Est? Il s'agit d'un délai renouvelable. Oui. Donc, si après l'écoulement de ce délai de 30 jours, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de réponse, on peut toujours obtenir un autre délai. Voilà. Et selon vous, comment se passera la collaboration entre le FARDC et la MONUSCO?
Mais la MONUSCO dispose d'un mandat pendant cette période qui relève des pouvoirs des Nations Unies dans le cadre de sa collaboration avec les États qui en sont membres. Donc je crois que nous devons aussi noter une chose, hein, parce que beaucoup de gens, j'ai l'impression que beaucoup de gens ne comprennent pas le travail de la MONUSCO. La MONUSCO, à la limite, ne peut qu'être qu'une force d'appui. Mais le principal acteur, ce sont nos forces armées. Mais c'était la mission de la MONUSCO, garantir la stabilité. Et jusque-là, il n'y a toujours pas de stabilité. Comme force d'appui, madame. Oui. Comme force d'appui. Il ne faut pas chercher à avoir la MONUSCO en première ligne, non. La MONUSCO collabore avec notre armée en l'aidant notamment en matière logistique. Aujourd'hui, pour procéder à la localisation des groupes rebelles dans nos différentes forêts, la MONUSCO peut disposer des drones qui peuvent nous permettre d'atteindre cet objectif. Et lorsque ces gens sont localisés, la force de feu doit revenir principalement à nos forces armées. Mais certains pensent que l'état de siège est un aveu d'échec. Non, il ne s'agit pas d'aveu d'échec, parce que lorsqu'un adversaire voudrait déstabiliser le pays, il ne demande pas votre autorisation. C'est pourquoi j'ai demandé à ce que l'on mette de côté les sentiments de peur que nous nous soyons rattrapés, comme le président Félix, c'est dommage, est rattrapé aujourd'hui par ses propos. Enfin, moi je suis en train de rire, j'ai dit, lui-même le président, je crois qu'en revoyant ces images, bon... Bon, il s'est dit de toute façon, en politique, il faut s'assumer. Il l'a dit comme opposant, il avait des raisons, mais aujourd'hui, il faut qu'il s'assume comme président de la République. L'état de siège, l'état d'urgence sont des dispositions constitutionnelles. Les proclamer ne constitue pas une violation de la Constitution, seulement il faut prendre des dispositions qu'il faut pour que demain, l'on ne soit pas rattrapé. Et donc, en proclamant l'état de siège, donc on peut dire que le chef de l'État n'ira plus à Béni. Madame, c'est fini avec cette polémique. Hein. Il faut arrêter avec la théâtralisation de la vie politique. Le chef de l'État semblerait être le peureux qui a peur de mourir. Non, il ne s'agit pas de peureux. Est-ce qu'il faut seulement que le président Biden soit en Irak pour que les troupes américaines agissent? Non. Le président est le commandant suprême des armées. Il est vrai qu'à certains moments, il peut effectuer des visites, des lieux. Mais si le président dote les troupes de moyens qu'il faut pour atteindre les objectifs, n'est-il pas arrivé sur les lieux? Donc, c'est pas important que le président aille nécessairement à Béni. Mais ce n'est pas le président qui va combattre. Ce n'est pas le président qui combat. Le président est le commandant suprême des armées. Qui peut commander de loin. Il dispose des forces, mais seulement je demanderai au président de la République que dans l'avenir, qu'il ne fasse pas trop ce genre de promesses lorsque les dispositions ne sont pas encore préalablement prises. Bien, un mot de la fin et puis nous allons nous dire au revoir. Le mot de la fin, c'est que le pays traverse une situation très difficile. Au gouvernement, pas trop de promesses. Il faut amener les Congolais à développer la culture du travail pour que chaque citoyen soit responsable de ce qui va arriver. Le gouvernement doit tout faire pour faire de la population son complice. Et quant à l'insécurité, moi je dis, il faut un vrai débat. Parce que l'insécurité n'est pas seulement causée par l'extérieur, l'insécurité est aussi causée par nous Congolais qui avons créé des groupes pour piller notre propre sol, parce que les gens qui exploitent l'or à l'Est ne sont pas nécessairement ougandais, rwandais ou tanzaniens. Donc il faut que les Congolais travaillent, mais pour ce, il faut qu'on laisse aussi à ces Congolais-là la liberté de s'exprimer sans bien sûr porter atteinte à la bonne évolution du travail. On laisse les journalistes s'exprimer sans contrainte, en tout cas, faire son travail. Nous sommes là pour ça, il faut dénoncer, il faut dire quand ça ne va pas. C'est ça l'information en fait. Parce que le citoyen a droit à l'information et l'information passe par la bouche et la main du journaliste. Bien, bien dit en tout cas. Ça sera tout. Serge Mayamba, en tout cas, merci d'être venu. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir Serge Mayamba. Il est avocat et député honoraire. En tout cas, revenez quand vous voulez. Merci. Et c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à la prochaine.